Mon père m'a menacé de ruiner mon avenir si je n'allais pas au mariage de son fils préféré. Il ne savait pas que je gagnais déjà plus que lui et que son monde allait bientôt complètement s'effondrer. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne rater aucune de nos histoires. Ton soutien compte énormément pour nous. Si cette histoire te semble intéressante, mets un like. Ça me ferait aussi plaisir de savoir de quelle ville tu viens. Laisse-nous le nom de ta ville dans les commentaires. Maintenant, on commence l'histoire. Le projecteur faisait un léger bruit en diffusant une berceuse d'entreprise dans une salle de réunion en verre et acier poli au 35e étage d'un gratte-ciel au cœur de Polanco. Dehors, le soleil de l'après-midi baignait Mexico dans une lumière dorée et épaisse, mais à l'intérieur, l'air était froid, filtré, et sentait le succès et le café cher. J'étais au milieu d'une phrase, en train d'expliquer les énergies potentielles d'une fusion de plusieurs milliards, quand mon téléphone a vibré sur la table en acajou. Ce n'était pas une vibration normale, c'était insistant, presque en colère, programmé comme ça pour un seul numéro. J'ai regardé l'écran. Le nom brillait avec une urgence qui m'a retourné l'estomac. Arturo, non, papa. Cela faisait des années que j'avais changé ce contact dans mon téléphone. C'était un petit acte de rébellion silencieuse, un rappel quotidien que notre relation était plus comme un contrat tacite qu'un vrai lien de sang. J'ai ignoré le premier appel. Mes collègues, concentrés sur ma présentation, ne s'en sont pas rendus compte. J'ai continué à parler de projection et d'évitement fiscal comme si de rien n'était, ma voix calme et professionnelle. Mais la deuxième vibration, 10 secondes plus tard, était impossible à ignorer. Mes yeux se sont de nouveau posés sur l'écran, et cette fois, le directeur de ma division, un homme dont le temps valait plus que ma première voiture, a levé un sourcil. Un instant, s'il vous plaît, ai-je dit. Mon ton était si neutre que j'en ai été surpris moi-même. J'ai mis le téléphone en mode silencieux d'un geste rapide et précis. Je m'excuse. Continuons. J'ai terminé la réunion avec la même efficacité que celle avec laquelle je l'avais commencée. On s'est serré la main, on a échangé des sourires contrôlés et fixé des rendez-vous pour suivre. Pendant que mes collègues se dispersaient, je suis resté là, debout, à regarder le grand paysage de la ville à travers la baie vitrée. 20 millions d'histoires se déroulaient là en bas. Et à ce moment-là, la seule qui comptait, la seule qui pouvait briser mes murs, vibrait dans ma poche. Je suis retourné à mon bureau privé, un coin tout en verre avec une vue que beaucoup tueraient pour avoir. J'ai fermé la porte, le clic de la serrure sonnait comme une conclusion. Je me suis servi un verre d'eau froide, sentant le verre glacé contre ma paume. J'ai respiré profondément, me préparant comme si j'allais entrer dans une négociation hostile, car d'une certaine manière, c'était le cas. J'ai composé le numéro. Il a répondu dès la première sonnerie. « Pourquoi tu ne répondais pas ?» a-t-il balancé, sans même dire bonjour. La voix d'Arturo n'avait pas changé, un baryton avec une impatience constante, le ton d'un homme habitué à ce que le monde tourne à son rythme. J'étais en réunion, Arturo, ai-je répondu, ma voix volontairement calme. Utiliser son prénom avait toujours l'effet voulu. Ça créait une distance, une sorte de formalité qui le déstabilisait. Il a toussé, ignorant ma petite provocation. « Bon, je t'appelle parce qu'il y a des nouvelles. Ton frère se marie. » Un silence s'est installé entre nous, lourd et rempli de tout ce qu'on ne disait pas. Je pouvais entendre sa respiration de l'autre côté de la ligne, attendant ma réaction. Qu'est-ce qu'il espérait? Des félicitations enthousiastes? Une joie débordante? La nouvelle m'est tombée dessus comme une pierre dans une eau calme, pas à cause de la nouvelle en soi, mais à cause de ce que je savais qu'elle allait déclencher après. Ah! C'est tout ce que j'ai pu dire. Ah, a-t-il répété, son ton montant d'un cran. C'est tout? Ton seul frère, Léo, se marie et tu dis juste. Félicitations pour lui, ai-je ajouté, ma voix sans émotion. Le mariage est dans un mois, a-t-il continué, ignorant mon manque d'enthousiasme. Il faut que tu viennes, et pas juste la veille. Tu dois être là au moins quelques jours avant pour aider. Il y a des choses à faire. La famille passe avant tout. Kael. Voilà la phrase qui était à la fois un cliché et une condamnation. La famille passe avant tout. Dans sa bouche, ça sonnait comme un ordre, comme s'il parlait d'une chose qu'il possédait. J'ai regardé mon agenda sur l'écran de mon ordinateur. Il était rempli de réunions, de dates limites, de voyages d'affaires. Ma vie, celle que j'avais construite pierre par pierre,
justement pour fuir sa définition de « famille ». Je vais voir mon agenda, ai-je dit, la phrase la plus neutre et professionnelle que j'ai pu trouver. Ce n'est pas une suggestion, Kael, a-t-il dit, et sa voix est descendue dans ce ton grave et menaçant que je connaissais trop bien depuis l'enfance. C'est le mariage de ton frère. Tu vas venir. Et il a raccroché. Je suis resté là, le téléphone à la main, le bip de la ligne coupée résonnant encore à mon oreille. Le calme que j'avais gardé pendant tout l'appel a disparu, laissant un goût amer et familier dans ma gorge. Le soleil de l'après-midi ne semblait plus doré, mais orange maladif. L'appel, si court et direct, avait été comme un missile ciblé, destiné à détruire la paix que j'avais mis des années à construire. Il avait ouvert une porte que je gardais fermée depuis longtemps, et par cette porte, les fantômes de mon passé ont commencé à entrer un à un. L'appel d'Arturo, c'était comme une vieille clé rouillée tournant dans une serrure que je croyais scellée. Soudain, les murs de mon bureau de verre ont disparu, et je me suis retrouvé à nouveau dans la maison de mon enfance, un endroit où l'air semblait toujours lourd de tensions invisibles. Les souvenirs ne sont pas revenus comme un film nostalgique, mais comme des morceaux de verre tranchants et douloureux. Je me suis vu à 10 ans, le jour de ma propre fête d'anniversaire. Ma mère, Isabelle, avait insisté pour inviter tous les enfants du quartier, ce qui voulait en vrai dire tous les amis de Léo. J'étais assis dans un coin du jardin, avec un chapeau de fête en carton qui me grattait le front, pendant que mon frère, 2 ans plus jeune que moi, était le centre de l'attention, en train d'ouvrir des cadeaux qui n'étaient même pas pour lui. Je me souviens de ce moment avec une clarté brûlante. Arturo s'est approché de moi, pas pour me féliciter, mais pour poser lourdement sa main sur mon épaule. « Regarde ton frère, Kael », a-t-il dit, sa voix remplie d'un orgueil qu'il ne m'avait jamais réservé. C'est un vrai leader. Tu vois comme tout le monde le suit. Je lisais un livre d'échecs que m'avait offert ma tante Elisa, la seule qui semblait remarquer ce que j'aimais. Arturo a regardé le livre avec mépris. Tu lis encore ça? Les échecs, c'est pour les vieux. Tu devrais être dehors, à courir, à jouer au foot comme Léo. Ça, c'est un vrai truc de garçon. Plus tard ce jour-là, quand Léo a marqué un but moyen contre des enfants plus jeunes, Arturo l'a porté sur ses épaules comme s'il avait gagné la Coupe du Monde. Mon cadeau de mes parents, c'était un pull moche, 3 tailles trop grand. Celui de Léo, même si ce n'était pas son anniversaire, c'était un VTT tout neuf parce que l'ancien était trop vieux. Moi, je n'ai jamais eu de vélo neuf. Je récupérais toujours les anciens de Léo, rayés et avec les freins usés. Ce soir-là, quand je me suis couché, j'ai entendu mes parents parler dans le couloir. La voix de ma mère était un murmure gêné. Peut-être qu'on a été un peu dur avec Kael, Arturo. C'était son anniversaire. La réponse de mon père a été un soupir. N'importe quoi. Kael, il faut le rendre plus dur. Il est trop mou, toujours dans ses livres et ses chiffres. Léo, lui, ce garçon a de la chance. Il est né pour de grandes choses. Le mot mou s'est planté dans ma poitrine comme une lame. Je me suis promis cette nuit-là que je ne serai plus jamais mou. Je deviendrai quelque chose de dur, de tranchant, que personne ne pourrait jamais briser. Un autre souvenir, encore plus douloureux. J'avais 16 ans. J'avais passé des mois à me préparer pour l'Olympiade nationale de mathématiques. J'avais sacrifié mes week-ends, des fêtes, des heures de sommeil, et j'avais gagné. Pas une 2e ou 3e place, la 1re place. Je suis rentré à la maison avec une médaille d'or autour du cou et un diplôme qui prouvait mon exploit. Mon cœur battait fort, entre fierté et un espoir un peu naïf. Peut-être que cette fois, je me suis dit, peut-être que cette fois, ce sera suffisant. Je suis entré dans la cuisine. Ma mère accrochait quelque chose sur la porte du frigo avec un aimant. C'était un diplôme de participation honorable que Léo avait reçu dans un tournoi de foot interscolaire où son équipe était arrivée dernière. « Maman, regarde », ai-je dit, un peu plus fort que d'habitude. Je lui ai montré la médaille et le diplôme. Elle les a regardés une seconde, ses yeux à peine intéressés. « Ah, c'est bien, mon fils », a-t-elle dit avec un sourire distrait. « Félicitations. Maintenant, aide-moi à mettre celui-là droit. » Elle parlait du diplôme de Léo. Ma médaille d'or nationale a été ignorée pour un simple papier qui disait « Merci d'être venu ». Mon diplôme de 1re place a fini dans le même tiroir que les factures payées et les vieux manuels d'appareils électroménagers. Le diplôme de Léo, par contre, est resté accroché au frigo pendant des mois. Arturo est rentré ce soir-là, a vu le diplôme de Léo,
et lui a donné de l'argent pour l'effort. À moi, il n'a rien dit. Ma victoire n'existait même pas dans l'univers qu'ils avaient construit, un monde où il n'y avait qu'une seule étoile qui brillait, Léo. Ce n'était pas seulement du favoritisme passif, ou de l'indifférence. C'était aussi du sabotage actif. Chaque fois que je montrais un talent, il trouvait un moyen de le rabaisser ou de le transformer en problème. Quand j'ai commencé à programmer et que j'ai gagné un petit concours local, Arturo s'est plaint que je passais trop de temps enfermé avec cette machine, et que ça allait faire monter la facture d'électricité. Quand une copine du lycée m'a complimenté devant eux sur mon intelligence, Isabelle a dit fort que trop intelligent, ça fait fuir les gens parfois. Chacun de mes succès était une menace pour l'équilibre fragile de leur famille parfaite, où Léo était le soleil et moi un satellite sombre, lointain, sans lumière. J'ai compris qu'il ne me détestait pas. La haine, ça demande de l'énergie, de l'attention. Ce qu'il ressentait pour moi, c'était pire, de l'indifférence. J'étais un personnage secondaire dans l'histoire du Fils en or. Un figurant dont le seul rôle était de ne pas voler la vedette au héros. Mon rôle, dans le scénario qu'ils avaient écrit sans moi, c'était d'être médiocre pour que la médiocrité de Léo paraisse géniale à côté. Ces souvenirs n'étaient pas juste des images. C'étaient aussi des sensations physiques. Je sentais à nouveau le nœud dans mon ventre, la brûlure des larmes que je m'interdisais de verser, le froid de la solitude dans une maison pleine de monde. Et surtout, la colère. Une colère froide et patiente, qui s'était accumulée en moi pendant des années comme un glacier, avançant lentement mais sûrement. L'appel d'Arturo ne me demandait pas juste d'aller à un mariage. Il m'ordonnait de redevenir Kael, l'invisible, le second, le figurant. Et pendant que je regardais l'horizon de la ville depuis ma tour de verre, j'ai su que ce costume-là. Je l'avais brûlé depuis longtemps, et je n'avais aucune envie d'en coudre un nouveau. La dernière année de lycée a été mon tournant, l'instant où deux chemins s'ouvraient devant moi, chacun menant à un futur très différent. L'un était le chemin préparé par mes parents, un parcours court, sûr, prévisible, qui menait droit à la médiocrité qu'ils attendaient de moi. L'autre, un sentier difficile, inconnu, mais qui, pour la première fois, serait le mien. J'avais postulé en secret dans plusieurs des meilleures universités du pays. Ma candidature principale était pour le programme de finance du Tecnológico de Monterrey, un programme d'élite connu pour son exigence et ses débouchés dans le monde des affaires. Quand la lettre d'admission est arrivée, avec une bourse qui couvrait 70% des frais, j'ai ressenti un vertige comme jamais. C'était un mélange d'euphorie et de panique totale. J'avais mon billet de sortie. Ce soir-là, pendant le dîner, avec la lettre cachée dans mon sac comme si c'était un truc interdit, j'ai voulu tester le terrain. J'ai réfléchi aux universités, ai-je dit en piquant un morceau de poulet dans mon assiette. Le Tech de Monterrey a un super programme de finance. Arturo n'a même pas levé les yeux de son journal. Monterrey, c'est trop loin, Kael, et c'est cher. En plus, pourquoi partir si loin, a ajouté Isabelle, toujours celle qui essayait de calmer les choses. L'université autonome ici a une bonne école de commerce. Tu pourrais vivre à la maison. Ce serait plus simple pour tout le monde. Léo, qui dévorait son repas, a ricané. Toi, au Tech? Tu rêves, mec. Là-bas, c'est pour les petits génies. Ils te boufferaient tout cru. Ton frère a raison, a tranché Arturo en baissant enfin son journal. Ses yeux ont croisé les miens un instant, et j'ai vu qu'il avait déjà pris sa décision. Tu iras à l'autonome. C'est une bonne école, sérieuse. Ta mère et moi avons décidé que c'est ce qu'il y a de mieux. Comme ça tu ne perdras pas ton temps avec des bêtises, et tu restes proche de la famille. Et puis il a ajouté, et là est tombé le coup fatal. On ne veut pas que Léo se sente mal. Il n'est pas aussi académique que toi. Ce ne serait pas juste que tu ailles dans une école prestigieuse et pas lui. Il faut garder l'équilibre. Garder l'équilibre. C'était leur façon de me dire de rester à ma place. Mon succès scolaire n'était pas une fierté. C'était un problème. Un déséquilibre dans leur équilibre familial qu'il fallait corriger. Mon avenir était sacrifié sur l'autel de la fragilité de l'ego de mon frère. Je suis sorti de table en ayant du mal à respirer. Ma colère était tellement forte que j'en avais mal physiquement. J'ai marché sans but dans les rues de mon quartier, la lettre dans mon sac me pesant comme une encre. Le lendemain, désespéré, je suis allé voir la seule personne qui avait vraiment reconnu mon intelligence, le professeur Moral, mon prof d'économie du lycée. C'était un homme plus âgé,
avec des cheveux gris argentés et des yeux qui semblaient voir au-delà des réponses toutes faites. Je lui ai tout raconté dans son petit bureau, les mots sortant de moi comme un torrent de frustration. Il m'a écouté patiemment sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il s'est adossé à sa chaise et m'a regardé longtemps. « Laisse-moi te raconter quelque chose, Kael, a-t-il dit enfin, d'une voix calme mais ferme. Mon père était un homme bon et travailleur. Il avait une quincaillerie. Son rêve était que je la reprenne. Quand je lui ai dit que je voulais étudier l'économie, il a rigolé. Il m'a dit que j'allais mourir de faim, que je courais après des rêves impossibles. Quand j'ai été accepté à l'UNAM, il m'a posé un ultimatum, la quincaillerie ou l'université. Il s'est arrêté un moment et j'ai vu une vieille douleur dans son regard. J'ai choisi l'université. Mon père ne m'a pas parlé pendant 5 ans. Ça a été les 5 années les plus solitaires et les plus difficiles de ma vie, mais c'était aussi la décision la plus importante et la plus juste que j'ai jamais prise. Parce qu'au bout du compte, Kael, ta vie est la seule que tu vas vivre. Ton avenir t'appartient à toi, pas aux attentes des autres, pas même à celles de tes parents. Il s'est penché vers moi, avec un regard intense. Cette bourse, ce n'est pas juste une lettre, c'est une clé. Tu peux t'en servir pour ouvrir la porte de ta propre vie, ou tu peux la laisser rouiller dans ta poche pendant que tu vis la vie qu'ils ont dessinée pour toi. Le choix t'appartient. Mais laisse-moi te poser une question. Dans 20 ans, tu regretteras quoi le plus? De les avoir déçus, ou de t'être trahi toi-même? Les mots du professeur moral m'ont frappé comme de l'eau glacée au visage. Ils m'ont réveillé. Ils m'ont donné la permission que je ne savais pas que j'attendais, celle d'être égoïste, de me choisir moi-même. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec un plan. Un plan audacieux et risqué. Pendant le dîner, j'ai annoncé ma décision. Vous avez raison, ai-je dit en regardant mon assiette pour cacher le tremblement de mes mains. J'ai bien réfléchi. J'irai à l'université autonome. Le visage d'Arturo s'est détendu dans un sourire de victoire. Isabelle a poussé un soupir de soulagement. Léo a lâché un « je te l'avais dit ». Mais j'ai continué. Et j'ai levé les yeux. À une condition. Je veux vivre dans les dortoirs de l'université. J'ai besoin d'avoir mon espace à moi. De me concentrer sur mes études. D'être plus indépendant. Ils se sont regardés l'un l'autre. L'idée que je ne sois pas à la maison, même si c'était dans la même ville, leur plaisait. Moins de Kael dans la maison, c'était plus de place pour que Léo brille. Ah très bien, a dit Arturo finalement, d'un ton faussement généreux. Ça me paraît juste. On paiera les frais de scolarité et les frais de dortoir. Mais tu as intérêt à avoir de bonnes notes. Je le ferai, ai-je promis. Et c'est sur ce mensonge que j'ai bâti ma liberté. 2 mois plus tard, mes parents m'ont déposé devant les dortoirs de l'université autonome. Ils m'ont donné de l'argent pour le premier semestre et m'ont dit au revoir presque joyeusement. Ils m'ont regardé tirer mes valises vers le bâtiment, puis ils sont partis. Dès que leur voiture a disparu de ma vue, j'ai sorti mon téléphone, appelé un taxi et je suis allé directement à l'aéroport. J'avais un billet aller simple pour Monterrey, et dans mon sac, à côté de la lettre d'acceptation du TEC, je portais la rage froide et patiente de mes 18 ans. Ce n'était pas juste des bagages, c'était du carburant. Les années à Monterrey ont été une leçon géante en compartimentation. Du lundi au vendredi, j'étais Kael, étudiant en finance, un fantôme dans les couloirs du TEC, absorbant les connaissances comme une éponge sèche. Je me plongeais dans les modèles d'évaluation, l'analyse des risques, les stratégies de marché, avec une telle intensité que mes profs en étaient surpris. Je n'étudiais pas pour un diplôme, je forgeais une arme. Chaque formule apprise, chaque étude de cas maîtrisée, était une plaque de plus dans l'armure que je construisais autour de moi. La solitude était ma compagne constante. Alors que d'autres étudiants sortaient faire la fête, rejoignaient des fraternités ou râlaient sur leurs devoirs en groupe, moi je passais mes nuits à la bibliothèque, avec la lampe comme seule confidente. La solitude ne me dérangeait pas, je l'acceptais. C'était le prix de ma liberté. Un petit impôt à payer pour la paix de ne pas entendre le nom de Léo toutes les 5 minutes ou de ne pas voir la déception cachée dans les yeux de mon père. Ma seule encre dans ce monde, c'était mon colocataire, un étudiant en ingénierie de Chihuahua qui s'appelait Ricardo. C'était un mec calme et observateur qui, au bout d'un mois à voir ma routine étrange, a fini par me confronter. « Et dis donc, mec », m'a-t-il dit un soir pendant que j'étais encore plongé dans mes bouquins. « Soit tu es un espion international,
sois-tu à la famille la plus bizarre du monde. Tu ne sors jamais, tu parles jamais de chez toi. Et chaque dimanche, tu t'enfermes pour une conversation de 10 minutes, comme si tu lisais les conditions d'utilisation d'iTunes. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Quelque chose dans sa franchise m'a désarmé, et je lui ai tout raconté. L'histoire est sortie d'un coup, en désordre, pleine d'amertume. Il a tout écouté sans rien dire. Quand j'ai fini, il a juste hoché la tête. « Putain, franchement, mec. » a-t-il dit. « Oh bon, ton secret est en sécurité avec moi, James Bond. Mais laisse-moi au moins t'inviter une bière de temps en temps. Tu sais, pour pas que tu deviennes un robot de la finance. » Ricardo est devenu ma soupape. Le seul témoin de ma double vie. C'était lui qui me rappelait qu'il y avait un monde hors de la bibliothèque. Celui qui me traînait voir un match de foot ou manger des tacos, pour que je ne me nourrisse pas exclusivement de café et de sandwichs de cafétéria. Le plus dur, c'était les appels du dimanche. Chaque dimanche à 18h, mon téléphone sonnait pour me rappeler d'appeler la maison. Je me préparais mentalement, je révisais mon scénario de mensonge. « Ah, comment ça va, Kael ?» demandait Isabelle, toujours avec une voix de « j'ai fait mon devoir ». « Bien, tout va bien, beaucoup de devoirs », répondais-je en gardant un ton neutre. « Et tes cours ? Tu fais quoi en ce moment ? » Le calcul, gestion, les trucs habituels. J'avais appris par cœur une liste de matières du programme de l'université autonome. Je décrivais vaguement des projets inventés, des profs imaginaires, la nourriture médiocre d'une cafétéria où je n'avais jamais mis les pieds. Arturo prenait parfois le téléphone. « Tu dépenses pas trop ? L'argent ne pousse pas sur les arbres, tu sais ? » Non, je fais attention, lui disais-je tout en regardant mon compte bancaire, où l'argent qu'il m'envoyait restait presque intact. La bourse couvrait la majorité de mes frais de scolarité, et j'avais un travail à mi-temps comme assistant de recherche pour un de mes profs. C'est le professeur Moral qui m'avait aidé à l'obtenir. Cet argent servait à mes dépenses. L'argent de mon père allait sur un autre compte, un compte épargne. Je l'appelais mon fonds d'indemnisation. Les conversations finissaient toujours par un résumé des exploits de Léo. Léo avait été élu employé du mois dans l'entreprise de matériaux de construction d'Arturo, où il bossait. Léo s'était acheté une voiture neuve avec un petit prêt d'Arturo. Léo avait une nouvelle copine très gentille. Je les écoutais, je répondais quand il fallait, et je comptais les secondes jusqu'à pouvoir raccrocher. Chaque appel était un rappel de pourquoi je faisais tout ça. Chaque mention de Léo nourrissait encore plus ma détermination. Pendant les vacances, j'inventais des excuses compliquées pour ne pas rentrer à la maison. Des projets d'été, des cours intensifs, des jobs qui n'existaient pas. Quelquefois, j'ai dû revenir pour Noël, juste pour faire semblant. Ces jours-là étaient un enfer de sourires forcés et de conversations gênantes. Je me sentais comme un espion en territoire ennemi, chaque mot choisi avec soin, chaque geste réfléchi pour ne pas me trahir. Je comptais les heures avant de pouvoir retourner dans mon refuge à Monterrey, à ma vraie vie. Ce furent des années de tension constante, avec la peur d'être démasqué planant au-dessus de moi. Et si quelqu'un de ma ville natale s'inscrivait au TEC et me reconnaissait ? Et si mes parents décidaient de me rendre visite par surprise ? Je vivais avec un nœud permanent dans le ventre. Mais cette peur était préférable à la certitude de la vie que j'avais laissée derrière moi. C'était la peur vive d'un funambule, pas la peur étouffante d'un prisonnier. Et chaque jour qui passait, chaque examen réussi, chaque peso économisé me rapprochait un peu plus de l'autre côté de la corde raide. Je me rapprochais de la liberté. Le programme de finance du TEC était conçu pour être brutal et efficace. 3 ans, pas 4. 3 années d'immersion totale qui te recrachaient à la fin, transformé, prêt pour le champ de bataille du monde des affaires. Je suis sorti diplômé avec les plus hautes distinctions, mon nom dans la liste du recteur. Pendant la cérémonie de remise des diplômes, pendant que mes camarades étaient pris dans les bras de leurs parents fiers et en larmes, moi, j'étais seul dans la foule. Ricardo m'a tapé dans le dos et m'a tendu une flasque de tequila. À l'agent 007 de la finance, a-t-il dit avec un sourire. Mais tu l'as fait, enfoiré. J'ai pris une longue gorgée, le liquide m'a brûlé la gorge. Je n'ai pas ressenti l'euphorie que j'attendais. J'ai ressenti une paix profonde. La paix d'un soldat qui a survécu à une longue guerre. La première phase de mon plan était accomplie. Le professeur Moral, qui était devenu comme un mentor officieux, a tenu sa promesse. Avant même la cérémonie,
il avait envoyé mon CV à un ancien élève à lui, un directeur haut placé chez Valero et Associés, une des firmes d'investissement les plus agressives de Mexico. Une semaine après l'obtention du diplôme, j'étais dans un avion pour la capitale pour une série d'entretiens qui ont duré 2 jours. C'était épuisant, un vrai test d'endurance intellectuelle et mentale. Ils m'ont interrogé sur tout, des modèles financiers complexes jusqu'à mon avis sur la politique monétaire de la Banque du Mexique. Mais j'étais prêt. Pendant 3 ans, la pression avait été mon état naturel. J'ai répondu à chaque question avec la précision d'un chirurgien. 2 jours plus tard, j'ai reçu l'appel. Il m'offrait un poste d'analyste junior dans le service des fusions et acquisitions. Et puis, ils m'ont dit le salaire. J'ai dû leur demander de répéter. C'était un montant à 6 chiffres. Plus que ce qu'Arturo, avec son entreprise moyenne de matériaux de construction, gagnait probablement en 1 an. J'ai raccroché, et je suis resté assis en silence dans mon petit appartement de Monterrey. Le silence bourdonnait à mes oreilles. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents pour notre appel du dimanche. Je leur ai dit que j'avais fini mes examens à l'université autonome et que je restais en ville pendant l'été pour suivre un cours spécial. Le mensonge est sorti de ma bouche avec une facilité effrayante. Ma vie à Mexico a commencé à un rythme effréné. Les journées étaient longues, les nuits encore plus. Le monde de la finance était une machine à broyer, mais moi, j'y prospérais. La pression, la concurrence, les enjeux élevés, tout cela m'était familier. C'était la même énergie qui m'avait poussé à fuir. Sauf que maintenant, au lieu de lutter pour survivre, je luttais pour réussir. Mon premier bonus, 6 mois plus tard, était presque aussi élevé que mon salaire annuel. La première fois que j'ai vu ce montant sur mon compte, je n'ai pas eu envie de fêter ça, ni d'acheter une voiture de luxe ou une montre chère. Je suis allé au distributeur, j'ai retiré un seul billet de 500 pesos et je l'ai regardé sous la lumière artificielle. Et là, j'ai compris. Ce bout de papier, ce chiffre à l'écran, ce n'était pas juste de l'argent. C'était du pouvoir. C'était de l'indépendance. C'était la preuve concrète que je n'avais plus besoin d'eux. C'était la muraille que j'avais construite autour de moi, maintenant renforcée par l'acier et le béton de mes finances. C'était le bruit de mes chaînes qui se brisaient. Ce chiffre-là, ai-je pensé en pliant le billet et en le glissant dans mon portefeuille, c'est la liberté. C'est la muraille qu'ils ne pourront jamais escalader pour me contrôler à nouveau. J'ai commencé à construire ma vie. J'ai loué un appartement moderne et minimaliste à Polanco. J'ai acheté des costumes chers qui m'allaient parfaitement. Je me suis lié d'amitié avec certains de mes collègues, comme Daniel, un analyste brillant et sarcastique qui partageait mon humour noir et mon amour du travail bien fait. Ma vie s'est remplie de tableurs Excel, de dîners d'affaires, de vols vers New York et Londres. C'était une vie exigeante, souvent solitaire, mais c'était la mienne. Chaque décision, chaque réussite, chaque échec, m'appartenait entièrement. Pendant ce temps, je continuais à jouer le rôle de l'étudiant moyen à l'université autonome. Les appels du dimanche continuaient. Je leur ai dit que j'avais enfin obtenu mon diplôme. Après 4 ans et demi, j'ai menti, j'ai dit que j'avais dû refaire quelques matières. Je leur ai dit que j'avais trouvé un emploi de base dans une petite entreprise de comptabilité de ma ville natale, mais qu'on me laissait télétravailler. C'était un mensonge pratique qui expliquait pourquoi je n'étais jamais là physiquement. Arturo s'est moqué. La comptabilité? Bon, j'imagine que c'est déjà ça. Au moins, tu as un boulot. L'argent qu'il m'envoyait encore pour l'université et les dépenses continuaient à s'accumuler sur mon compte d'épargne. Je ne leur ai jamais demandé d'arrêter. C'était une petite, mais satisfaisante vengeance silencieuse. Chaque virement était un rappel de leur aveuglement, de combien ma vie leur importait peu. Pendant 5 ans, j'ai maintenu cet équilibre. Une vie de succès caché, et une façade soigneusement entretenue de médiocrité. J'avais atteint une paix froide, fonctionnelle. J'avais gagné. La guerre était finie. Et j'étais le seul vainqueur. Du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à cet après-midi de mardi, quand l'appel d'Arturo à propos du mariage de Léo est arrivé. Et a menacé de faire exploser tout le monde que j'avais construit. La guerre n'était pas finie. Il n'y avait eu qu'un long armistice. Et il était sur le point d'être brisé. Après l'appel avec Arturo, un silence étrange a envahi mon téléphone pour le reste de la journée. C'était le calme avant la tempête, et je le savais. J'avais désobéi à un ordre direct. Et dans l'univers de mon père,
ça ne restait jamais sans réponse. Mais la riposte, cette fois, ne venait pas de lui. Elle est venue d'un angle plus subtil, plus sournois. Le lendemain matin, mon téléphone s'est mis à vibrer avec une série de messages de ma mère. Isabelle avait perfectionné l'art du chantage émotionnel jusqu'à en faire une forme d'art. Elle ne criait pas. Elle ne menaçait pas. Elle tissait des filets de culpabilité avec la précision d'une araignée. Le premier message est arrivé à 8 heures du matin, juste au moment où j'allais à une réunion. « Michael, mon fils, ton père m'a parlé de son appel. Je suis très triste. Je ne peux pas imaginer le jour spécial de Léo sans son grand frère à ses côtés. Tu es sa seule famille, son seul frère. S'il te plaît, réfléchis bien. » J'ai lu le message et j'ai ressenti une pointe d'irritation. Son seul frère. La phrase était techniquement vraie, mais émotionnellement fausse. J'avais été un frère seulement de nom. Pour Léo, j'étais un obstacle, un point de comparaison, une cible pour ses moqueries. J'ai décidé de ne pas répondre. Le silence, souvent, est la réponse la plus puissante. 2 heures plus tard est arrivé le deuxième message. Il était plus long. Je me souviens quand vous étiez petits, comme vous jouiez ensemble dans le jardin. Vous avez toujours pris soin l'un de l'autre. Je sais que parfois les frères se disputent, mais le sang reste le sang. Un mariage est un moment pour laisser les différences derrière et célébrer comme la famille que nous sommes. Léo serait dévasté si tu ne venais pas. Il m'a demandé après toi hier. Il était si content à l'idée que tu l'aides à choisir son costume. Là, j'ai failli rire. Prendre soin l'un de l'autre. Mon souvenir le plus vif, c'est Léo qui avait détruit mon projet de science la veille de la remise. Et qui m'avait ensuite accusé. Et Léo, content de me voir? La seule émotion qu'il avait jamais montrée envers moi, c'était une sorte de mépris triomphant. C'était une mise en scène, et je connaissais trop bien le script. J'ai supprimé le message. À l'heure du déjeuner, l'attaque s'est intensifiée. J'ai reçu une photo sur WhatsApp. C'était une photo de Léo et de sa fiancée, Sophia, souriant à la caméra. Ils formaient un couple attirant, rayonnant d'un bonheur digne d'une publicité. Le texte accompagnant la photo venait d'Isabelle. Regarde comme ils sont heureux. Sophia est une fille merveilleuse. Elle est très impatiente de te rencontrer. Elle dit qu'elle a beaucoup entendu parler de toi. Ne lui brise pas le cœur à elle aussi. Maintenant, ils utilisaient une inconnue comme arme. C'était brillant dans son audace. Le message était clair, si je ne venais pas, je ne serais pas seulement un mauvais fils et un mauvais frère. Je serais aussi celui qui gâcherait la joie d'une innocente fiancée. Mon pouce est resté suspendu au-dessus du clavier. La tentation de répondre, de vider 10 ans de rancune accumulée, était immense. Je voulais écrire, qu'est-ce qu'elle a entendu de moi? La version trafiquée que vous lui avez racontée? Celle du fils ingrat et distant? Ou celle de l'étudiant médiocre qui a à peine réussi à avoir son diplôme? Mais je me suis retenu. Répondre, c'était jouer leur jeu. C'était admettre que leurs mots me touchaient. Et même si c'était vrai, je ne leur donnerais pas ce plaisir. Mon silence était mon bouclier. Le coup final est arrivé dans l'après-midi, sous la forme d'un message vocal. La voix d'Isabelle tremblait, pleine de larmes retenues. « Michael, c'est moi. Je voulais juste que tu saches. Je ne comprends pas ce qu'on a mal fait. On t'a tout donné. Une bonne vie, une éducation. On ne te demande qu'une seule chose, une seule. Être avec ta famille à un moment important. Si tu ne peux même pas faire ça, alors je ne sais plus quoi penser. Ton père est très blessé. Il pense que tu ne le respectes pas. Tu ne nous aimes plus? C'est ça, Kael? Tu ne nous aimes plus? Ce message était un chef-d'œuvre de manipulation. Il me dépeignait comme l'agresseur, l'ingrat, le fils sans cœur. Eux, c'étaient les victimes. Les parents aimants, perdus face à la froideur de leur fils. Ils me faisaient porter la faute de la distance qu'eux-mêmes avaient créée avec leur négligence. C'est ce message vocal qui a solidifié ma décision. La tristesse jouée dans la voix de ma mère ne m'a pas ému. Elle m'a mis en colère. Parce que c'était un mensonge. Sa douleur n'était pas liée à mon absence. Mais à l'inconvénient que cette absence causerait. À la tâche que cela laisserait sur le portrait de la famille parfaite qu'ils voulaient exposer au monde le jour du mariage de leur fils chéri. Tout était une question d'apparence. Ça l'avait toujours été.
Je me suis assis dans mon bureau. Le soleil de l'après-midi projetant de longues ombres à travers les fenêtres. J'ai écouté le message vocal une fois de plus. Et ensuite, d'un geste délibéré, je l'ai supprimé. J'ai supprimé toute la conversation. J'ai effacé le tableau. Je savais que ce n'était pas fini. L'attaque d'Isabelle n'était que le bombardement d'artillerie. La charge d'infanterie, dirigée par le général Arturo en personne, n'allait pas tarder. L'assaut frontal d'Arturo est arrivé le lendemain. Pas de détour, pas de subtilité. L'appel est arrivé à 18h, une heure qu'il considérait comme « après le travail ». Comme s'il croyait que ma vie suivait le rythme prévisible d'un petit employé de bureau. Michael, sa voix était dure comme du granit, sans aucun préambule. Ta mère est bouleversée. C'est quoi ton problème? Je ne sais pas de quoi tu parles, ai-je répondu. Mon ton était celui d'un glacier en mouvement, lent, froid, implacable. Ne joue pas au con avec moi, a-t-il aboyé. Et je pouvais l'imaginer de l'autre côté du fil, le visage rouge, la veine du front prête à exploser. Tu ignores ces messages. Tu crois que tu vaux mieux que nous maintenant, avec ton petit boulot de comptable? Le mépris dans sa voix était tellement épais qu'on aurait pu le toucher. L'ironie était parfaite. Lui, debout sur le pont de son bateau en train de couler, se moquait du canot de sauvetage que j'avais construit pour moi-même. Je suis occupé, Arturo, ai-je dit simplement. Occupé. On est tous occupés. Mais on trouve du temps pour la famille, pour ce qui compte, a-t-il crié. J'ai essayé d'être raisonnable. Ta mère a tenté d'appeler à ton bon cœur. En supposant que tu en as encore un. Mais visiblement, ça ne marche pas avec toi. Alors maintenant, on va faire à ma façon. Il a marqué une pause pour l'effet dramatique. Je sentais venir l'ultimatum. Si tu n'es pas dans un avion avant ce week-end, je considérerai que tu ne veux plus faire partie de cette famille. Et je prendrai des mesures. Des mesures, ai-je répété, une curiosité froide dans la voix. Oui, des mesures, a-t-il confirmé, savourant le mot. J'appellerai l'université, celle qu'on a payée religieusement pendant des années, et je retirerai mon soutien financier. Et pas seulement ça. Je parlerai au recteur et je retirerai ton inscription. Je vais te montrer ce que c'est, la vraie vie, quand t'as pas l'argent de papa pour t'aider. On verra combien de temps tu vas tenir quand tu devras te chercher un vrai travail pour payer tes études. Il s'est tu, attendant que sa bombe explose. Il s'attendait à ce que je supplie, que je m'excuse, que je promette de prendre le premier vol. Je pouvais presque voir son sourire de victoire, sûr de m'avoir coincé. Mais à ce moment-là, au lieu de la panique qu'il espérait, quelque chose d'autre a surgi en moi. Ça a commencé comme une vibration dans ma poitrine, un frisson incontrôlable. Et puis c'est sorti. J'ai ri. Pas un petit rire. Une vraie explosion de rire. Un rire profond, sincère, libérateur. Un rire qui contenait des années de colère refoulée, d'humiliation silencieuse, de frustration tellement immense qu'elle en devenait absurde. La ridicule menace qu'il croyait puissante, son ignorance monumentale, c'était la chose la plus drôle que j'ai jamais entendue. Il y a eu un silence total au bout du fil. Ma réaction devait le désarçonner complètement. C'était la seule réponse qu'il n'avait pas prévue. « Tu ris » a-t-il soufflé, incrédule, sa voix pleine d'une rage glaciale. J'ai réussi à me calmer, même si des spasmes de rire me secouaient encore. « Oui » ai-je admis, en essuyant une larme du coin de l'œil. Je ris. « Ça te fait rire ? Détruire ton avenir, ça te fait rire ? » Ce qui me fait rire, Arturo, ai-je dit, ma voix maintenant vide d'émotion, sauf un profond mépris. C'est que tu crois encore que tu as le moindre pouvoir sur moi. Que tu crois pouvoir me menacer avec quelque chose dont je n'ai même pas besoin. Je me suis arrêté une seconde, laissant mes mots s'imprimer. Puis j'ai continué, avec le ton d'un PDG qui ferme un mauvais deal. Vas-y, appelle cette université. Supprime mon nom. Coupe les paiements. Annule la scolarité. Et ensuite, quand t'auras fini, rappelle-moi et dis-moi comment ça s'est passé. Je t'attendrai. Et avant qu'il puisse répondre, avant que son cerveau comprenne ce que je venais de faire. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur mon bureau en bois italien. Le rire avait disparu, remplacé par une adrénaline glaciale. J'avais franchi le Rubicon. J'avais brûlé le dernier pont.
J'avais coupé toute retraite. Et pour la première fois de ma vie, je l'avais affronté. Pas avec des excuses ou des justifications. Mais avec son propre langage, pouvoir et conséquences. Il avait sorti sa carte la plus forte. Et moi, non seulement je l'avais vu, mais je l'avais écrasé. Maintenant, c'était à lui de jouer. Je savais que son orgueil blessé ne le laisserait pas tranquille. Il allait appeler cette université. Il essaierait de mettre sa menace à exécution. Mais en le faisant, ce n'est pas moi qui le détruirais. C'est lui qui allait se heurter de plein fouet à la vérité. Et pour la première fois, j'avais hâte de voir ça. Après l'appel, l'adrénaline m'a laissé tremblant. Je suis allé jusqu'au minibar de mon bureau, un petit cube en noyer et chrome que j'utilisais rarement. Je me suis servi un whisky, 2 glaçons. L'ambre du liquide tournait dans le verre pendant que je regardais la nuit engloutir les dernières lueurs sur la ville. Quand l'adrénaline s'est dissipée, un silence lourd a envahi la pièce. Ce n'était pas un silence de paix. C'était un silence plein d'attente, celui qui précède un verdict. Je me suis assis sur mon canapé en cuir noir, le verre froid dans la main. Ma tête, habituellement remplie de chiffres et de stratégies, était curieusement calme. J'avais pris une décision irréversible. Et une part de moi se sentait puissante. Libérée. Celle qui avait appris à survivre, qui s'était transformée en acier après des années de négligence. Mais il y avait une autre part de moi. Plus ancienne, plus fragile, enterrée sous les couches de réussite et de rancune. Et dans le silence de la nuit, cette part-là a commencé à murmurer. J'ai regardé autour de mon appartement. Il était impeccable. Froid. Ça ressemblait plus à une suite d'hôtels de luxe qu'à un vrai chez moi. Aucune photo au mur, aucun souvenir sur les étagères. Un endroit pensé pour l'efficacité, pas pour l'émotion. Un reflet parfait de la vie que je m'étais construite. Je me suis levé, je suis allé dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon placard, sous mes chemises impeccablement repassées. Là, dans une petite boîte en bois, je gardais les rares souvenirs de mon ancienne vie que je n'avais pas pu jeter. Quelques médailles de concours de maths, mon diplôme du tech, et une seule photo. Je l'ai sortie. Elle était un peu fanée par le temps. On y voyait un garçon d'environ 6 ans, cheveux en bataille, qui passait le bras autour d'un autre plus petit, de 4 ans. Les deux souriaient à la caméra, un sourire sincère et édenté. Moi et Léo. La photo avait été prise dans le jardin de mes grands-parents, un été lointain, avant que l'amour de mes parents ne bascule pour de bon. Avant que je devienne, le fragile, et lui, l'étoile. Avant que le mot, frère, ne se remplisse de jalousie et de dégoût. J'ai regardé le visage de ce petit garçon qui était moi. Il n'y avait plus aucune trace de l'homme que j'étais devenu. Ses yeux étaient grands, pleins de confiance. Il croyait à la règle simple. Si tu es gentil, il t'arrivera de bonnes choses. Si tu aimes ta famille, elle t'aimera en retour. Un nœud s'est formé dans ma gorge. À quel moment cette équation s'est-elle brisée? Pendant un instant terrifiant, j'ai eu un doute. Et si j'avais tort? Et si, d'une façon tordue, mes parents avaient raison? Et si la famille, malgré ses défauts et sa toxicité, était la seule chose qui comptait vraiment? Toute la société repose sur cette idée. Les livres, les films, les chansons parlent tous du lien incassable du sang. Et moi, j'étais en train de trancher ce lien. À coups de hache. Qu'est-ce qui m'attendait après? Une vie de réussite, mais seule? Des Noëls dans des bureaux vides? Des anniversaires célébrés par un appel de mon assistante? Est-ce que cette victoire valait le coup s'il n'y avait personne pour la partager? Le whisky m'a brûlé la gorge. J'ai regardé la photo une dernière fois. Le petit Léo me souriait, innocent. Mais ce garçon n'existait plus. Il avait été remplacé par un homme arrogant et gâté. Un produit de l'adoration aveugle de mes parents. Et le petit garçon que j'avais été? Il était mort d'abandon depuis longtemps. L'homme à sa place avait appris à survivre seul. Le doute n'était pas une faiblesse. C'était le deuil d'une famille qui n'avait jamais vraiment existé. Sinon dans l'imagination naïve d'un garçon de 6 ans. Et en le reconnaissant, le doute a disparu. Remplacé par une clarté froide et dure. Je n'étais pas en train de détruire une famille. J'étais en train de fuir un système toxique qui se faisait passer pour une famille. Je ne coupais pas un lien. Je cautérisais une plaie pour qu'elle arrête de m'empoisonner.
Ma solitude n'était pas une punition. C'était un choix. C'était l'espace vide et propre dont j'avais besoin pour guérir. Pour construire quelque chose de vrai. J'ai remis la photo dans sa boîte et je l'ai refermée. Le passé appartenait à cette boîte. Mon futur était là dehors. Dans la ville qui s'étendait sous mes pieds, brillante et pleine de promesses. La douleur pour cette famille que je n'avais jamais eue serait toujours là. Je le savais. Ce serait une cicatrice. Un rappel. Mais une cicatrice, c'est la preuve qu'une blessure a guéri. Et moi, j'étais prêt à guérir. J'ai fini mon whisky d'un trait. La glace a teinté contre le verre vide. Le moment de doute était passé. Ma décision était maintenant définitive. Le lendemain matin, même avec cette certitude retrouvée, un sentiment d'inquiétude m'a envahi. La menace d'Arturo, même vide à mes yeux, était un signe de désespoir étrange. Pourquoi autant de drames autour d'un mariage? Pourquoi risquer une confrontation aussi moche juste pour me garder sous contrôle? Il y avait quelque chose qui clochait. J'ai décidé d'appeler la seule personne de ma famille qui parlait encore un langage honnête. Ma tante Elisa, la petite sœur de ma mère. C'était une institutrice à la retraite, une femme calme et observatrice, qui avait toujours gardé une prudente distance du drame familial. De notre famille, mais elle ne ratait jamais un seul détail. C'était elle qui m'offrait des livres, qui me demandait mes notes, qui me voyait comme une personne. Et non comme un satellite de Léo. Je l'ai appelée pendant ma pause déjeuner. « Michael, quelle agréable surprise », a-t-elle dit, sa voix toujours aussi apaisante. « Ah, comment tu vas, mon petit ?»« Ça va, tata. »« Occupé, comme toujours », ai-je répondu. « Je t'appelle parce que, eh bien, il se passe des choses. » Je lui ai raconté une version raccourcie de ce qui se passait. L'exigence pour que j'aille au mariage. Le chantage émotionnel de ma mère. Et enfin, l'ultimatum de mon père. J'ai évidemment omis les détails de ma vraie vie. Pour elle, je restais ce neveu qui bosse en comptabilité. Quand j'ai terminé, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Je n'entendais que le tic-tac d'une horloge murale dans sa maison. « Ah, Kael » soupira-t-elle enfin. Et dans ce soupir, j'ai entendu des années de frustration contenue. J'ai toujours su que ce jour arriverait. Ton père a trop tiré sur la corde. Et elle devait finir par casser. Mais pourquoi maintenant, tata? Pourquoi cette obsession pour le mariage? Il n'a jamais autant tenu à l'image de la famille. Parce que maintenant, Kael, c'est tout ce qui lui reste, dit-elle à voix basse. Les choses vont mal. Très mal. Je suis resté silencieux, l'invitant à continuer. L'entreprise de ton père, la société de matériaux, est en train de couler. Il a pris de mauvaises décisions ces dernières années. Il a perdu ses plus gros clients. Il est jusqu'au cou dans les dettes. Cette révélation m'a frappé. J'avais toujours pensé que l'entreprise d'Arturo était stable. Qu'elle alimentait son arrogance et le style de vie de Léo. Personne ne le sait, continua Elisa. Ou du moins, lui croit que personne ne le sait. Ton père est un homme très fier. Admettre un échec, pour lui, c'est pire que la mort. C'est pour ça que ce mariage est si important. Sofia, la fiancée de Léo, vient d'une famille riche. Son père est un gros bonnet dans l'immobilier. Arturo voit ce mariage non pas comme une union familiale, mais comme une fusion d'affaires, une chance de se sauver. Et tout s'est mis en place. Les pièces du puzzle formaient une image laide et pathétique. Il ne veut pas que tu viennes au mariage pour Léo, ni pour ta mère, ni même pour toi, expliqua Elisa, sa voix teintée de tristesse. Il veut que tu sois là comme un accessoire. Il veut montrer un front uni. L'image d'une famille parfaite et stable. Pour impressionner ses nouveaux beaux-parents. Pour donner une impression de réussite qu'il n'a plus. L'absence n'est pas une offense émotionnelle pour lui. C'est un risque pour ses affaires. Je me suis appuyé dans ma chaise, ressentant un mélange de dégoût et d'une étrange sensation de revanche. Alors c'était ça. Ce n'était pas à propos de moi. Ça ne l'avait jamais été. C'était à propos de lui. De sa fierté. De sa peur. De son désespoir financier. Je n'étais qu'un pion dans sa dernière partie d'échec désespéré. Fais attention, Kael, m'a averti ma tante.
Un homme désespéré est un homme dangereux. Je ne sais pas de quoi il est capable. Reste fort. Tu as construit ta vie loin de cette folie. Ne les laisse pas ramener. Je ne le ferai pas, Tata. Je te le promets, ai-je dit. Et j'ai ressenti une vague de gratitude envers elle. Pour ce petit bout de bon sens dans un océan de chaos. Une chose encore, Kael, dit-elle juste avant de raccrocher. À propos de Sophia. Quoi, ai-je demandé. Je ne sais pas. Il y a quelque chose chez elle qui me dérange. Elle est trop parfaite, trop charmante. Observe bien. C'est tout ce que je dis. On a raccroché. Et je suis resté à fixer mon téléphone. L'avertissement de ma tante sur Sophia était étrange. Mais mon esprit était encore occupé à digérer la grande révélation. Le désespoir de mon père. Le château de cartes qui allait s'effondrer. Mon rire de la veille prit un tout nouveau sens. Je m'étais moqué de l'ignorance de mon père sur ma vie. Mais l'ironie était encore plus profonde. Lui, qui m'avait toujours traité de faible et de médiocre, était maintenant dans une position de totale faiblesse. Comptant sur le mariage de son fils préféré pour se sauver. Et moi, le fils invisible, j'étais assis dans une tour de verre. Plus sécurisé financièrement qu'il ne pourrait jamais le rêver. La situation avait cessé d'être une tragédie personnelle. Elle devenait une comédie. Une farce. Et même si une partie de moi ressentait l'amertume de voir à quel point il se fichait de moi, une autre partie, plus sombre et vengeresse, avait hâte de voir la fin du spectacle. 2 jours sont passés dans un silence lourd, tendu. 2 jours où je me suis noyé dans le travail comme un plongeur cherchant la sécurité des profondeurs. Essayant d'ignorer la pression qui montait à la surface. Je savais qu'Arturo ne resterait pas les bras croisés. Sa fierté était une bête blessée qui, une fois touchée, attaquait à l'aveugle. Ce n'était qu'une question de temps. L'appel est arrivé le vendredi matin. J'étais en plein milieu d'un dossier de vérification. L'odeur du café flottait dans mon bureau. Le numéro de mon père s'affichait. J'ai respiré profondément, posé ma tasse. Et j'ai décroché en mettant le haut-parleur. Pas de salut. Juste une explosion de rage brute. Où est-ce que tu es? Sa voix, déformée par la colère, était à peine reconnaissable. Je me suis penché dans ma chaise en cuir. Une froideur glacée prenant le dessus en moi. Je suis dans mon bureau, Arturo. Pourquoi tu cries? Ne joue pas avec moi, espèce de gamin. Je sors à peine de l'université. De ta soi-disant université. Il a craché le mot comme s'il était empoisonné. J'ai parlé à la directrice. J'ai vérifié les fichiers. Tu n'existes pas. Tu n'as jamais été inscrit ici. J'ai fermé les yeux une seconde. J'ai savouré la scène que j'imaginais parfaitement. Arturo dans son vieux costume. Entrant dans le bureau d'admission de l'université autonome. Exigeant les dossiers de son fils Kael. La confusion de la secrétaire. Les recherches sans succès. L'appel au supérieur. Puis la confirmation. Monsieur, désolé, mais nous n'avons aucun élève à ce nom depuis 10 ans. Je pouvais presque voir son visage pâlir. La colère impuissante remplaçait la surprise. L'humiliation publique devant des inconnus. Ça avait dû être délicieux. Et tu es là. Son cri m'a tiré de ma rêverie. Qu'est-ce que tu as fait toutes ces années? Et mon argent? Où est tout l'argent que je t'ai envoyé pour les frais de scolarité? Ah, voilà. La question de l'argent. Je savais qu'elle viendrait. C'était ça, pour lui, la vraie trahison. Pas le mensonge. Pas la tromperie. L'argent. Ton argent est en sécurité, Arturo, ai-je dit. Ma voix était parfaitement calme. Il est sur un compte d'épargne, et il rapporte des intérêts. Je considère ça comme un investissement prudent. Un bruit étrange s'échappa de l'autre côté. Comme s'il s'étouffait. Un investissement? Tu m'as volé. Et tu appelles ça un investissement? Je n'appelle pas ça un vol, ai-je répliqué en regardant mes ongles, faussement intéressé. Je dirais que c'est une compensation rétroactive pour dommages émotionnels. Et pour être technique, les taux d'intérêt du marché ne couvrent qu'une petite partie du coût réel. Le silence qui suivit fut si profond que j'entendais le bourdonnement de mon ordinateur.
Je l'avais désarmé avec du sang-froid. Avec le même langage d'entreprise qu'il avait utilisé contre moi toute ma vie. Où tu étais, Kael? Sa voix, quand elle revint, n'avait plus de colère. Juste un souffle vide, confus. Presque pire. Si tu n'étais pas à l'université, tu faisais quoi, bon sang? Je me suis redressé. Le jeu était fini. Il était temps de montrer mes cartes. Oh, mais j'étais bien à l'université, Arturo, ai-je dit. Et là, je lâchai la bombe. Mais pas à la tienne. J'étais au Tech de Monterrey, avec une bourse. J'ai entendu sa respiration se couper. Je suis diplômé depuis 5 ans, ai-je ajouté. Ma voix était une lame chirurgicale. Avec les félicitations du jury. Ensuite, j'ai décroché un poste à Mexico, dans une société d'investissement. Je fis une pause, le laissant digérer chaque mot. Alors, pour répondre à ta question, ai-je dit. Voilà ce que je fais maintenant. Je suis assis dans mon bureau, au 35 étage d'un immeuble à Polanco. En train de décider si on valide un rachat de 50 millions de dollars. Le silence au bout du fil était total. Pas de colère. Pas de confusion. Juste le choc. Le choc d'un homme qui venait de voir son monde entier s'écrouler. Le fil médiocre, le faible, le figurant, venait de lui révéler qu'il était en réalité le héros principal d'une histoire bien plus grande qu'il n'avait jamais pu l'imaginer. Et je savais que sa vraie souffrance ne faisait que commencer. Le silence dura. Il devint lourd, presque tangible. Je pouvais sentir son esprit tenter de comprendre. De recoller les morceaux d'un puzzle qui montrait une vérité impossible. Son fils, qu'il avait négligé. Non seulement l'avait trompé, mais avait réussi bien au-delà de ce qu'il pouvait concevoir. C'est un mensonge. Il balbutia enfin. Sa voix n'avait plus aucune autorité. On aurait dit un enfant perdu. Tu inventes tout ça pour me blesser. Pourquoi je mentirais là-dessus, Arturo? Ai-je dit calmement. Tu crois vraiment que j'ai eu le temps d'inventer une histoire pareille en 2 jours? J'ai ouvert LinkedIn. Et je lui ai envoyé le lien de mon profil professionnel. Voilà. Vérifie par toi-même. Mon poste. Mon entreprise. Mon diplôme. Tout est là. Public, vérifiable. J'ai entendu des clics précipités au bout du fil. Il vérifiait. Il voyait, en direct, l'effondrement de sa narration de 26 ans. Puis j'ai entendu un long soupir, tremblant. Le son de la défaite. Alors, l'argent. Murmura-t-il. Tu n'en avais pas besoin. Non. Jamais. Mais merci quand même. Ça m'a fait une belle épargne pour la retraite anticipée. Le sarcasme était peut-être de trop. Mais je n'ai pas pu résister. Et là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il n'a pas crié. Il ne m'a pas insulté. Il a changé de stratégie. Comme un animal acculé, il est passé de l'agression à une nouvelle forme de manipulation. Kael, dit-il d'une voix grave. Ce que tu as fait, nous garder dans l'ombre. C'était une trahison. Une trahison envers ta famille. On t'a soutenu. On t'a aimé. Et tu nous rends ça par un mensonge. La culot de ces mots m'a coupé le souffle. Vous m'avez aimé? Vous m'avez soutenu? Ai-je répété, incrédule. Tu parles du moment où tu m'as dit que mes passions n'étaient pas viriles? Ou de quand tu ignorais mes réussites pour ne pas heurter Léo? Ou quand tu m'as demandé de sacrifier mon avenir pour maintenir l'équilibre de ta maison? S'il te plaît, Arturo. Sois précis. Lequel de ces moments représente ton soutien inconditionnel? Il s'est tu un moment. Il comprenait que cette ligne d'attaque ne fonctionnerait pas. Alors, il a essayé autre chose. Je comprends que tu sois amer, dit-il. On a peut-être fait des erreurs. Aucun parent n'est parfait. Mais c'est du passé, Kael. Maintenant, on peut réparer. Revenir à une vraie famille. Et comment tu proposes qu'on fasse ça? Ai-je demandé. Sincèrement curieux de voir jusqu'où il irait. Viens au mariage, dit-il. Et là, c'était évident. Le vrai but de tout ce cirque. Viens à la maison. Montre à tous que la famille compte encore pour toi.
C'est la seule façon pour que je te pardonne cette déception. Montre-toi. Souris. Sois le grand frère fier. Aide-nous à faire croire à une famille unie. C'est le minimum, vu ce que tu as fait. Et là, j'ai tout vu clairement. Son désespoir n'était pas que financier. Il était existentiel. Mon succès seul n'était pas juste une blessure pour son ego. C'était la preuve que toute sa vision de la vie était un échec. Il avait parié sur le mauvais fils. Et maintenant, il voulait utiliser ma réussite pour sauver ses apparences. Que tu me pardonnes? Ai-je répété, la voix basse, tranchante. Permets-moi d'être clair, Arturo. Je ne cherche pas ton pardon. Parce que je n'ai rien fait de mal. J'ai fait ce que j'avais à faire pour survivre dans l'environnement que tu as créé. Je me suis levé, j'ai marché dans mon bureau. Et ensuite, j'ai ajouté. Je ne vais pas faire partie de ton théâtre. Je ne vais pas utiliser ma vie, celle que j'ai construite malgré toi, comme un accessoire pour ta pièce sur « La famille parfaite ». Mon succès m'appartient. Je ne le partagerai pas avec toi. Je ne vais pas l'utiliser pour redorer ton image. Ni pour impressionner tes futurs beaux-parents. J'ai fait la déclaration finale, celle qui allait sceller notre destin pour toujours. Ah, et à propos de l'argent, ai-je dit. Ma voix était détachée, presque ennuyée. Je viens de consulter mon relevé de compte. Le salaire de ce mois vient juste d'arriver. C'est une belle somme. En fait, je crois qu'avec ma prime de l'année dernière, je pourrais acheter ton entreprise. Liquider tous ses actifs. Et il me resterait encore de quoi partir en vacances. Peut-être à Hawaï. Je savais que c'était un coup bas. Cruel, inutile. Mais ça me paraissait incroyablement juste. C'était la revanche après chaque humiliation. Chaque mot de mépris. Chaque preuve de favoritisme. C'était lui rendre les coups dans la seule langue qu'il avait toujours comprise. Celle de l'argent et du pouvoir. Le bruit de l'autre côté de la ligne était étouffé. Un craquement. Comme si quelque chose en lui venait de se briser. Tu? Commença-t-il. Mais il ne put finir. C'est fini, Arturo, les jeux interrompus. Ma voix était maintenant calme. Définitive. La partie est terminée et tu as perdu. Et j'ai raccroché. La partie d'échecs qui avait duré toute ma vie venait de se terminer. Échec et mat. Après cette déclaration de guerre financière, je m'attendais à une autre explosion de fureur de la part d'Arturo. Mais à la place, il y eut un silence déconcertant. Pendant tout le week-end. Un silence qui m'inquiétait plus que ses cris. C'était le silence d'un homme complètement vaincu. Et qui ne sait pas quel sera son prochain mouvement. Le lundi après-midi. Alors que je m'apprêtais à quitter le bureau. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité un instant avant de répondre. Allô, Kael. Mon fils, c'est moi. La voix de ma mère. Mais ce n'était pas sa voix habituelle. Il n'y avait ni culpabilité manipulatrice, ni ton de devoir maternel. Sa voix était brisée, dépouillée de tout artifice. C'était la voix d'une femme au bord du gouffre. Maman, ai-je dit? Ma garde se levant instinctivement. Ton père m'a tout raconté, sanglota T.L. L'université, ton travail, tout. Kael, pourquoi? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Tu sais très bien pourquoi, maman, ai-je répondu. Ma voix était plus dure que prévu. Non, je ne sais pas, pleurnicha T.L. On a toujours voulu le meilleur pour toi. Peut-être qu'on n'a pas su comment le montrer. Mais on t'aime, mon fils. Ton père est anéanti. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il passe ses journées dans son fauteuil à fixer le vide. Il dit qu'il t'a trahi. Qu'il nous a tous trahis. C'était nouveau. Arturo admettant une erreur. C'était aussi improbable que de voir de la neige dans le désert. Une partie de moi, la partie cynique et blessée, pensait que c'était encore une tactique. Une nouvelle forme de manipulation. Mais la détresse dans la voix de ma mère semblait vraie. S'il te plaît, Kael, supplia T.L. Sa voix se brisa. Oublie ce que ton père a dit à propos de te pardonner. Oublie tout ça, je t'en supplie.
Viens au mariage. Pas pour nous. Pas pour les apparences. Fais-le pour ton frère. Fais-le pour la famille. On a besoin de ça. On a besoin de sentir qu'on est encore une famille. Même si ce n'est que pour un jour. S'il te plaît, mon fils, je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. Sa supplication était si pathétique. Si dénuée de fierté. Que j'ai presque ressenti de la pitié. Presque. Mais des années de conditionnement m'avaient appris à me méfier de toute émotion venant d'eux. La désespération pouvait pousser les gens à jouer n'importe quel rôle. Je dois y aller, maman, ai-je dit. Ma voix était douce mais ferme. J'ai une réunion. Michael, s'il te plaît, ne raccroche pas. On se parlera plus tard, ai-je menti. Puis j'ai terminé l'appel. Je suis resté debout. Au milieu de mon bureau. Le cœur battant vite. Cette conversation m'avait bouleversé plus que je ne le pensais. La détresse dans la voix de ma mère semblait réelle. Peut-être qu'ils s'étaient enfin rendus compte du mal qu'ils avaient causé. Peut-être que, confrontés à la vérité de mon succès. Et à leur échec imminent. Ils ressentaient un vrai remords? L'idée était tentante. La part de moi qui rêvait encore d'avoir une famille. N'importe quelle famille. Voulait y croire. Voulait croire qu'un happy end. Ou au moins une trêve, était possible. Mais l'avertissement de ma tante Elisa résonnait dans ma tête. Un homme désespéré est un homme dangereux. Et cette étrange prémonition à propos de Sophia. J'ai décidé que j'avais besoin d'un avis extérieur. Une perspective non polluée par 20 ans d'histoire familiale. J'ai appelé ma tante Elisa. Je lui ai raconté l'appel d'Arturo. Ma révélation. Et les supplications en pleurs de ma mère. Mais tu crois que c'est vrai, Tata, lui ai-je demandé. Mais tu crois qu'ils comprennent enfin. Elisa est restée silencieuse un moment. La détresse de ta mère est réelle, Kael, dit-elle enfin. Mais j'ai bien peur que les raisons derrière tout ça soient bien plus moches que ce que tu imagines. Ce n'est pas du remords. Alors c'est quoi, ai-je demandé. Une mauvaise sensation dans le ventre. Parce que les choses ont empiré. Beaucoup plus qu'on ne pensait, dit-elle. Et sa voix baissa jusqu'à devenir un murmure de conspiratrice. Il s'est passé quelque chose. Quelque chose de grave. Le mariage, Kael? Il n'y aura pas de mariage. Mon cerveau s'est figé. Quoi? De quoi tu parles? Le mariage est dans 2 semaines. Il a été annulé hier. Mais tes parents ne veulent pas que ça se sache pour l'instant. Ils essaient de contenir le désastre. Quel désastre, Tata? Explique-moi. Et alors, ma tante Elisa m'a raconté l'histoire. Une histoire incroyable, dévastatrice. Qui faisait passer mes drames familiaux pour des jeux d'enfants. C'était la dernière pièce du puzzle. Celle qui expliquait la panique. Les supplications. La mise en scène du père repentant. C'était le rebondissement qui allait tout changer. Avec la voix tremblante de ma mère résonnant encore dans mes oreilles. Et l'avertissement inquiétant de ma tante en tête. J'ai pris une décision. Pas une décision basée sur l'émotion. Ni sur la pitié. Ni sur un espoir idiot de réconciliation. C'était une décision d'homme d'affaires. J'étais sur le point de racheter ma propre vie. En liquidant tous les actifs toxiques. J'ai appelé mon père. Il a répondu tout de suite. Comme s'il attendait à côté du téléphone. Kael, dit-il. Sa voix était un murmure rauque. Arturo, ai-je répondu. Mon ton vide de toute émotion. J'ai parlé avec maman, ai-je ajouté. Moi, je... Commença-t-il, probablement prêt à lancer encore un discours de repentir bien préparé. Je l'ai coupé net. Non. Plus de discours. Plus de supplications. Plus de théâtre. Écoute-moi bien. Parce que je ne le dirai qu'une seule fois. J'ai fait une pause. M'assurant d'avoir toute son attention. Je n'irai pas au mariage. Je ne reviendrai pas à la maison. Je ne ferai pas partie de ton plan pour sauver les apparences. Et je ne vous donnerai pas un seul centime. Chaque phrase était un clou en plus dans le cercueil de son espoir. Mais Kael, la famille.
balbutia Théil. La famille. Parlons-en, de la famille, Arturo, ai-je dit. Ma voix était froide comme de la soie gelée. La famille, c'est celle qui m'a dit que mon avenir n'était pas aussi important que les sentiments de mon frère. La famille, c'est celle qui a ignoré tous mes efforts. La famille, c'est celle qui m'a menacé de ruine pour avoir ce qu'elle voulait. Ce n'est pas une famille, c'est une entreprise dysfonctionnelle. Et aujourd'hui, je présente ma démission irrévocable. Je pouvais entendre sa respiration irrégulière. Les bruits d'un homme qui voyait son dernier rempart s'effondrer. À partir de maintenant, ai-je continué. C'est terminé. Toi, maman, Léo, vous tous. Je ne veux plus d'appels. Je ne veux plus de messages. Je ne veux plus de visites surprises. Supprimez mon numéro. Oubliez mon adresse. Faites comme si j'étais mort. Dans un tragique accident de lecture. Mais tu ne peux pas faire ça, chuchota Théil. Sa voix était celle d'un fantôme. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. Tu as toujours dit que tu n'avais qu'un seul fils d'or. Eh bien, félicitations. Maintenant, c'est vrai. Garde-le. Profite de la vie que tu as construite pour lui. Moi, je serai occupé à vivre la mienne. Et sans attendre de réponse. Sans lui laisser l'occasion d'un dernier mot. D'une dernière supplication. D'un dernier mensonge. J'ai terminé l'appel. Ensuite, méthodiquement. J'ai ouvert ma liste de contacts. J'ai trouvé Arturo. Et j'ai appuyé sur « Bloquer contact ». J'ai fait pareil avec Isabelle. Avec Léo. Et avec le numéro inconnu depuis lequel ma mère m'avait appelé. Un par un, je les ai effacés de ma vie digitale. Un exorcisme moderne. Je me suis assis dans le silence de mon bureau. Je ne ressentais ni victoire. Ni joie. Je ressentais un immense soulagement. Le genre de soulagement qu'un prisonnier ressent. Quand ses chaînes tombent enfin au sol. Le poids de 26 ans d'attente. De déception. De rancune. Avait disparu. La porte de mon passé était fermée. Et, pour la première fois, j'étais vraiment libre. Ce que je ne savais pas, c'est que de l'autre côté de cette porte, le monde de ma famille ne faisait pas que s'effondrer. Il avait déjà explosé. Et j'étais sur le point de découvrir l'ampleur réelle et horrible de l'explosion. Après avoir coupé tous les liens, je me sentais comme en apesanteur. Pendant les jours suivants, je me suis plongé dans le travail avec une concentration nouvelle. Le drame familial, qui avait toujours été un bruit de fond dans ma vie, avait totalement disparu. C'était une paix étrange, presque anormale. Et une partie de moi attendait encore que le téléphone sonne. Avec un nouveau numéro inconnu. Une autre tactique désespérée. Mais rien. Le silence était total. C'est le jeudi soir que la vérité m'a finalement rattrapé. J'étais à la maison, en train de revoir quelques documents pour une réunion le lendemain, quand mon téléphone personnel a sonné. C'était ma tante Elisa. Mon cœur a sauté un battement. « Tata, tout va bien ?» ai-je demandé. Ma voix tremblante d'inquiétude. « Non, Kael. Rien ne va, dit-elle. Et sa voix était grave, urgente. « Tu es assis ? Parce que ce que je vais te dire est lourd. » Je me suis assis au bord du canapé. « Dis-moi. La vraie raison pour laquelle ils t'ont supplié de venir. La vraie cause de leur désespoir. Et pire que ce qu'on pensait. Sophia, la fiancée de Léo ? » Elle fit une pause. Je l'ai entendue respirer. C'est une arnaqueuse professionnelle. Je suis resté figé. Quoi ? Une escroc. Une vipère. Pendant des mois. Elle leur a vendu une histoire incroyable. Oui, que sa famille était riche. Mais aussi qu'elle était une brillante investisseuse par elle-même. Là, elle leur a parlé d'une opportunité unique. Un investissement dans un projet immobilier exclusif à Tulum. Un truc réservé à une poignée d'élus. Elle leur a promis des rendements absurdes. Doubler leur argent en 6 mois. Mon esprit d'analyste financier s'est activé. Les alarmes se sont mises à sonner.
Ça ressemble à une arnaque de type Ponzi, version classique. Et pire, dit ma tante. Ce n'était même pas une arnaque bien montée. C'était du vol en plein jour. Là, elle a convaincu Léo. Bien sûr, ton frère, avec sa grande intelligence. Il a tout gobé sans hésiter. Et Léo a convaincu tes parents. Arturo, désespéré de sauver son entreprise, a vu ça comme un miracle tombé du ciel. C'était leur solution magique. L'image se dessinait dans mon esprit. Tragique et ridicule. Ne me dis pas qu'ils ont. Si, Kael. Ils l'ont fait. Arturo a vendu une grosse partie de ses actions restantes. Isabelle a vidé ses économies de toute une vie. Et pas seulement eux. Ils ont convaincu d'autres membres de la famille. Des oncles, des cousins. Tous ont investi dans le projet en or de Sofia. Un frisson m'a parcouru. Combien? Je ne connais pas le chiffre exact. Mais c'est énorme. Des centaines de milliers. Peut-être plus. Et Sofia, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Disparu, dit ma tante. Sa voix n'était plus qu'un souffle. Lundi matin, Léo s'est réveillé. Et elle n'était plus là. Partie au beau milieu de la nuit. Elle a laissé un mot disant qu'elle allait à une réunion urgente à New York. Mais son téléphone est coupé. Ses réseaux sociaux supprimés. Le compte bancaire où tout le monde avait déposé l'argent a été vidé et fermé. Là, elle s'est évaporée. Avec tout l'argent. Je me suis passé la main sur le visage. Essayant de digérer ça. Le mariage, la famille riche. Tout était une mise en scène sophistiquée. Pour dépouiller ma famille. Donc il n'y a pas de mariage, ai-je dit à voix basse. Pas de mariage. Pas de belle-fille. Pas d'argent. Rien du tout, confirma TL. Ils sont ruinés. Totalement. Mais ce n'était pas encore la fin de l'histoire. Il y avait un autre niveau, encore plus sombre. Il y a plus, Kael, reprit Elisa. Ça explique leur désespoir. Mais pas l'obsession initiale de ton père avec ce mariage. Même avant que l'arnaque soit faite. De quoi tu parles? Le père de Sofia, soi-disant magnate de l'immobilier, devait être l'invité d'honneur au mariage. Arturo lui avait demandé un rendez-vous privé. Le lendemain de la cérémonie. Il allait utiliser le mariage. L'union des deux familles. Comme levier pour demander un énorme prêt. Pour sauver son entreprise. Il utilisait ses propres enfants. Leur mariage. Comme garantie pour un accord commercial. La laideur de tout ça m'a frappé. Comme un poing dans le ventre. La manipulation. La détresse. L'aveuglement volontaire. C'était pire que tout ce que j'avais imaginé. Arturo ne voulait pas juste sauver son image. Il voulait sauver sa peau de la faillite. En se servant de ses enfants comme pions. Le mariage parfait était l'appât. Et à la fin. C'est eux qui ont été péchés. Et la maison, ai-je murmuré. Me rappelant l'avertissement de ma tante. Oui, confirma-t-elle. Sa voix pleine de tristesse. Pour réunir la somme que Sofia demandait. Arturo a dû mettre une deuxième hypothèque sur la maison. Une énorme. Sans l'argent de l'investissement pour la payer. Et avec l'entreprise en ruine. Ils vont la perdre. La banque les a déjà prévenus. Ils ont 2 mois pour partir. Je suis resté silencieux. Un tourbillon d'émotions contradictoires en moi. Il y avait une partie de moi, blessée. Rancunière. Qui ressentait une satisfaction sombre et violente. C'était de la justice karmique, pure. Ils avaient idolâtré le « fils d'or ». Et ce fils d'or les avait conduits droit à la ruine. Ils avaient méprisé mon intelligence. Et ma prudence. Et ils avaient été détruits. Par leur propre avidité et stupidité. Mais sous cette satisfaction. Il y avait quelque chose d'autre. Un vide. Une tristesse immense. Devant l'ampleur de la catastrophe. Ce n'était pas une victoire. C'était un anéantissement. Et j'étais le seul survivant. Regardant les débris fumant depuis une distance sûre. Maintenant tu comprends, hein, Kael?
me demanda ma tante à voix basse. Mais quand ils t'ont appelé? Quand ils t'ont supplié? Ce n'était pas pour toi. C'est parce qu'ils ont réalisé. D'un coup? Que toi. Le fils qu'ils ont toujours ignoré. Était leur seule chance. Leur seul canot de sauvetage. Le seul à ne pas avoir plongé dans le piège. Ils voulaient ton argent. Ils voulaient ta stabilité. Ils voulaient que tu les sauves de leur propre désastre. Je comprends, ai-je dit. Ma voix n'était plus qu'un murmure. Je comprenais tout. Et cette compréhension était à la fois libératrice et déchirante. Une semaine après la révélation de ma tante, la guerre froide que je pensais avoir terminée est devenue une invasion terrestre. C'est arrivé un mardi soir. J'étais rentré tard du travail, épuisé après une journée de 14 heures. Tout ce que je voulais, c'était commander de la nourriture thaï et me détendre en regardant une série. Juste au moment où j'allais enlever mes chaussures, l'interphone de mon immeuble a sonné. J'ai froncé les sourcils. Je n'attendais personne. Oui? Ai-je dit dans l'écouteur. Une voix déformée et tremblante a répondu, mais je l'ai reconnue tout de suite. C'était Isabelle, ma mère. Michael, c'est moi, mon fils. S'il te plaît, ouvre-nous. Nous devons te parler. J'ai senti comme un bloc de glace glisser le long de ma colonne vertébrale. Ouvre-nous. Ils étaient là, dans mon immeuble, dans mon refuge. Comment avaient-ils trouvé mon adresse? Ils avaient probablement harcelé Ricardo ou un vieil ami jusqu'à ce qu'il parle. Rien que d'y penser, j'ai ressenti une colère froide. Ils avaient franchi la dernière limite. Il n'y a rien à dire, ai-je répondu. Ma voix était dure. Je vous ai demandé de ne plus me contacter. S'il te plaît, Kael, supplia-t-elle. Et cette fois, j'ai entendu la voix d'Arturo en arrière-plan, qui murmurait quelque chose. On a voyagé toute la nuit. On a dépensé notre dernier argent dans les billets de bus pour venir te voir. Juste 5 minutes. Parler du bus et du dernier argent, c'était un coup bas pour faire pitié. Je me suis imaginé la scène. Mes parents, qui autrefois voyageaient en voiture ou en avion, réduits maintenant à 10 heures de trajet dans un bus bas de gamme. Cette image aurait dû me toucher. Mais à la place, j'ai juste ressenti un profond dégoût. Non, ai-je dit, et j'ai raccroché l'interphone. Je suis resté immobile dans l'entrée de mon appartement, à l'écoute. J'espérais qu'il renoncerait et repartirait. Mais non. 10 minutes plus tard, quelqu'un a frappé directement à ma porte. Des coups légers, presque timides. J'ai regardé par le Judas, et ils étaient là. L'image m'a plus choqué que je ne le pensais. Ils ne ressemblaient pas aux parents dont je me souvenais. Arturo, toujours si droit et fier, était voûté, son costume froissé et taché. Il avait des cernes noires et une barbe de plusieurs jours. Il paraissait avoir pris 10 ans. Isabelle était à ses côtés, les yeux gonflés et rouges, accrochés à son bras comme si elle allait tomber. Ils avaient l'air maigres, épuisés. C'étaient des fantômes. Les fantômes des gens qui avaient un jour dirigé mon monde. J'ai ouvert la porte, mais juste de quelques centimètres, avec la chaîne de sécurité toujours accrochée. « Que voulez-vous » ai-je demandé. Ma voix était glaciale. « Mon fils » commença Arturo. Sa voix était rauque. « On sait qu'on a fait des erreurs, de terribles erreurs. On t'a abandonné et on est désolé. On est vraiment désolé. » C'était la première fois de ma vie que je l'entendais dire « désolé ». Mais ça sonnait creux, comme un mot appris dans un script, pas comme quelque chose qui vient du cœur. « C'est un peu tard pour ça, tu ne crois pas » ai-je répondu. Isabelle a fait un pas en avant, les yeux pleins de supplication. « On n'est pas venu demander pardon, Kael. On est venu demander de l'aide. On a tout perdu. La maison, l'argent, tout. On n'a nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. Et j'ai été surpris de ne ressentir aucune émotion en disant ça. Bien sûr que si, c'est ton problème, s'écria Arturo, un éclair de son ancien ton autoritaire réapparaissant. On est ta famille, c'est ton devoir. Tu as réussi, tu as de l'argent, c'est ta responsabilité de t'occuper de nous maintenant. Et voilà. La vérité nue. Il ne voulait pas mon pardon. Il voulait mon argent.
Ils voulaient que je sois leur plan de retraite, leur filet de sécurité, la bouée de secours pour le naufrage qu'ils avaient eux-mêmes causé. Leur soi-disant regret, ce n'était que le prix d'entrée pour avoir accès à mon compte en banque. Ma seule responsabilité, ai-je dit en les regardant tous les deux à travers l'ouverture de la porte. C'est envers moi-même. Une leçon que, ironiquement, vous m'avez forcé à apprendre. Michael, s'il te plaît, gémit ma mère, les larmes coulant sur ses joues. Vous avez fait vos choix, ai-je continué, ma voix toujours dure. Vous avez tout misé sur votre fils doré, et vous avez perdu. Maintenant, il faut vivre avec les conséquences. Comme moi, j'ai dû vivre avec les conséquences de vos choix toute ma vie. J'ai commencé à fermer la porte. Et tu ne peux pas nous faire ça, cria Arturo, en frappant le bois de la main. On était parents. Vous avez cessé d'être mes parents le jour où vous avez décidé que mon avenir ne comptait pas, ai-je murmuré. Juste avant de fermer complètement la porte et d'enclencher le verrou. Je me suis appuyé contre la porte, en écoutant leur voix étouffée de l'autre côté. Ils ont supplié, imploré, frappé encore quelques fois. Puis, enfin, le silence. Je me suis laissé glisser contre la porte jusqu'à m'asseoir au sol. Je ne ressentais ni victoire, ni soulagement. Juste un vide immense et fatigué. J'avais regardé dans les yeux les deux personnes qui m'avaient donné la vie. Et je leur avais refusé de l'aide dans leur moment le plus désespéré. Une partie du monde me traiterait sûrement de monstre, de fil sans cœur. Mais assis là, dans le silence de mon appartement forteresse. Je savais que je n'avais pas eu le choix. Les aider n'aurait pas été un acte de compassion. Ça aurait été un acte d'autodestruction. Ça aurait permis à leur toxicité, leur chaos, leur drame, de revenir contaminer la vie que j'avais eu tant de mal à reconstruire. Fermer cette porte n'avait pas été un acte de cruauté. C'était un acte final de survie. Je pensais qu'après cette visite, mes parents me laisseraient enfin tranquille. Qu'ils auraient compris que c'était fini. Que mon refus était clair. Je m'étais trompé. Il restait encore un dernier fantôme que je n'avais pas vu. 3 jours plus tard, un samedi après-midi, on a de nouveau frappé à ma porte. Mais cette fois, les coups étaient différents. Hésitant, presque timide. Avec un soupir de résignation, je suis allé à la porte et j'ai regardé par le Judas. Mon cœur s'est arrêté un instant. C'était Léo. Il était seul. Et la vision m'a bouleversé. Le Léo dont je me souvenais était arrogant, toujours avec un sourire suffisant. La poitrine gonflée de fierté. L'homme debout devant ma porte n'était plus ce Léo-là. Il portait un t-shirt froissé, un vieux jean. Et ses cheveux étaient gras. Ses épaules étaient affaissées, et sur son visage. Pour la première fois, j'ai vu une expression de misère pure et absolue. L'idole était tombée de son piédestal. Et la chute avait été rude. J'ai rouvert la porte, mais la chaîne de sécurité était toujours en place. Il a levé les yeux, et ses yeux, qui m'avaient toujours regardé avec mépris, étaient maintenant remplis d'une détresse humide. Michael, dit-il, sa voix n'était qu'un murmure. Léo, ai-je répondu. Mon ton était neutre, sans émotion. Il passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux que je ne lui avais jamais vu faire. Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux voir. Mais tu as raison, ai-je confirmé. Il a dégluti difficilement, sa pomme d'Adam montant et descendant dans sa gorge. J'ai besoin de te parler, s'il te plaît, juste une minute. Nous n'avons rien à nous dire. Si, on a des choses à se dire, insista-t-il, et sa voix se brisa légèrement. Papa et maman sont anéantis. Ils me tiennent responsable de tout. De Sophia, de l'argent, de la maison. Ils disent que j'ai détruit la famille. Il fit une pause, puis un rire amer et sec lui échappa. C'est drôle, non? Toute ma vie, ils m'ont dit que j'étais celui qui allait accomplir de grandes choses. Et maintenant, c'est moi qui ai tout ruiné. Pour la première fois, j'ai vu chez lui une étincelle de lucidité. Une reconnaissance du mensonge sur lequel sa vie avait été construite. Je ne suis pas venu te demander de l'argent, continua-t-il rapidement, comme s'il lisait dans mes pensées. Je sais que tu ne me le donnerais pas. Je suis venu. Il s'arrêta, peinant à trouver ses mots. Je suis venu te demander de l'aide. Mais pas de cette manière. Papa et maman vont me foutre à la porte. Ils disent que je ne suis plus leur fils.
Que je dois me débrouiller tout seul. L'ironie était si forte qu'on aurait pu la couper au couteau. La même peine qu'il m'avait infligée, il l'infligeait maintenant à lui. Et tu espères que je t'aide? Dis-je. Non comme une question, mais comme un constat absurde. Je ne sais pas vers qui d'autre me tourner, admit-il, et ses yeux se remplirent de larmes. Des larmes d'apitoiement, pas de regret. Tu as toujours été le plus intelligent, celui qui savait faire les choses. Moi, je ne sais rien faire, Kael. Papa a toujours tout fait pour moi. Et puis, il prononça les mots qui prouvaient qu'il n'avait pas changé, qu'il n'avait rien appris. J'ai besoin de toi, frère, chuchota Théil. Tu me manques. Tu me manques en tant que grand frère. Grand frère. Cette expression m'a frappé comme une gifle. Quel grand frère? Celui qui l'avait harcelé. Celui à qui il avait cassé ses affaires. Celui qui l'avait humilié devant ses amis. Celui qui l'avait aidé ses parents à effacer pour pouvoir briller seul? Il invoquait un lien qu'il avait lui-même détruit méthodiquement. Il ne regrettait pas un frère. Il regrettait l'idée d'un frère. Un plan de secours qu'il tentait de ressortir maintenant qu'il était désespéré. J'ai fermé les yeux, et l'image du garçon de 6 ans sur la vieille photo m'est revenue. Puis celle du tyran de 16 ans qui s'était moqué de ma médaille de maths. J'ai rouvert les yeux et regardé l'homme brisé devant moi. Je ne ressentais ni pitié, ni colère. Rien. Juste un vide immense. La personne dont tu parles, le grand frère, ai-je dit d'une voix calme, presque chirurgicale, est morte il y a longtemps. Et tu as été l'un de ceux qui l'ont tué. La confusion envahit son visage, puis vint la compréhension, puis la douleur. Pars, Léo, dis-je doucement. Et ne reviens plus. Ni toi, ni les autres. J'ai fermé la porte. Il n'y eut pas de cri. Cette fois, pas de coup. Juste le bruit de pas qui s'éloignaient, lent et lourd. Le bruit d'un ancien idole tombé, marchant vers un avenir qu'il ne savait pas affronter. Et moi, pour la première fois, j'étais enfin libre de son ombre. Après la visite de Léo, le silence est devenu permanent. Une semaine est passée. Puis 2. Puis 1 mois. Plus d'appels, plus de visites. C'était comme s'ils avaient enfin accepté la réalité de leur exil. La tempête était passée. Et à sa place il y avait une étrange paix profonde. Au début, ce calme était perturbant. Pendant des années, le conflit avec ma famille avait été ce qui donnait un sens à ma vie. Ma rébellion, ma réussite, tout était en partie une réaction à eux. Maintenant que l'objet de cette réaction avait disparu, je me suis senti un peu perdu, comme un bateau sans ancre. J'avais plus de temps libre, plus d'espace mental. Les nuits n'étaient plus tendues par la peur d'un appel agressif. Les dimanches n'étaient plus alourdis par des mensonges obligés. L'espace que le ressentiment occupait autrefois était désormais vide. Un soir, j'étais assis sur mon canapé à regarder les lumières de la ville. Quand mon ami et collègue Daniel m'a envoyé un message. Hé, Frankenstein. Je sais que tu aimes rester enfermé dans ton labo. Mais quelques-uns d'entre nous vont boire des bières artisanales à la Roma. Tu viens ou tu as rendez-vous avec tes feuilles de calcul ce soir? Mon premier réflexe a été de refuser. Trouver une excuse de boulot. C'était ma réponse automatique. Mon bouclier. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. J'ai regardé autour de mon appartement, impeccable et silencieux. Et pour la première fois, il ne ressemblait plus à un sanctuaire. Il semblait un peu vide. Samedi, ai-je écrit. Envoie-moi l'adresse. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps. J'ai parlé de choses qui n'étaient pas liées au travail. On a parlé musique, film, voyage qu'on voulait faire. J'ai vraiment ri à ces blagues pourries. Et quand il m'a demandé pourquoi j'étais si distrait dernièrement, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Je lui ai confié une petite partie de l'histoire. J'ai eu des problèmes familiaux, ai-je admis. Le mot famille sonnait étrange dans ma bouche. J'ai dû prendre des décisions difficiles. Daniel, qui connaissait ma discipline quasi inhumaine, hocha simplement la tête. Mec, je suis désolé. Mais peu importe ta décision. Si elle t'apporte la paix, alors c'était la bonne. Tu ne dois ta vie à personne, frère. Même pas à la famille. Ces mots, simples et directs, m'ont frappé comme une révélation.
C'était la même vérité que le professeur moral m'avait déjà enseignée. Celle que j'avais toujours défendue. Mais l'entendre d'un ami. D'un homme qui m'acceptait pour ce que je suis aujourd'hui. Sans mon passé en bagage, lui donner une nouvelle force. Je me suis rendu compte que, pendant que je bâtissais des murs pour garder ma vieille famille dehors, sans le vouloir, j'avais aussi empêché une nouvelle d'entrée. Une famille choisie, pas imposée. Une famille fondée sur le respect mutuel, l'affection sincère. Et des blagues nulles sur Excel. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec une légèreté nouvelle. Pas seulement à cause des 2 bières. Une légèreté liée à la connexion humaine. Je me suis rassis sur mon canapé. Mais cette fois, le silence ne semblait plus vide. Il semblait paisible. Le vide laissé par ma famille biologique serait toujours là. Ce serait une part de mon histoire. Une cicatrice qui me rappellerait d'où je viens. Comme la douleur fantôme d'un membre amputé. Je ressentirais parfois leur absence. Mais ce n'était plus une plaie ouverte. La colère, ce moteur qui m'avait poussé si longtemps, s'était calmé, laissant place à une vaste et douce tristesse. Une tristesse pour les enfants que nous avions été. Pour la famille que nous n'avons jamais pu devenir. Mais une tristesse pure, sans poison, sans rancune. J'ai regardé par la fenêtre. La ville brillait. Un univers de lumière et de possibilités. Mon histoire avec eux était finie. Mais mon histoire à moi. Celle de Kael. L'homme qui a survécu. L'homme qui a appris à construire sa propre paix. Ne faisait que commencer. J'ai sorti mon téléphone et ouvert ma galerie photo. J'ai trouvé la vieille photo des 2 enfants souriants. Je l'ai regardée longtemps. Puis, d'un geste ferme, je l'ai supprimée. Il était temps de remplir mon téléphone. Et ma vie, de nouvelles images.